Je me présente, je suis Frédéric Donat, je suis directeur technique actuellement de C-Cloud IT et en même temps cofondateur. Donc c'est une entreprise de Sophia Antipolis et on est éditeur de logiciels de sécurité. On fait un outil pour la recherche de vulnérabilités. Donc en même temps, bon, cet outil a été développé avec l'avenue du cloud computing et les hauts degrés de virtualisation. Partant du concept et du principe que si on déploie une infrastructure et qu'on essaie d'adapter la sécurité derrière, avec les nouvelles technologies de virtualisation, maintenant c'est plus possible en fait. On estime qu'il faut embarquer complètement la sécurité dedans avec un très haut niveau d'automatisation et on s'est dit que première chose à faire, c'était de faire le constat sur une infrastructure et donc de regarder les vulnérabilités. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce dont je viens de vous parler. Je vais passer rapidement sur cette partie. Donc, qui on est on a commencé sur des infrastructures cloud computing et sur Amazon Web Services en 2010. Donc, j'imagine que vous connaissez ces infrastructures cloud computing. On a commencé par faire une étude de sécurité dessus pour voir si effectivement ce qu'on pensait avec le haut degré de virtualisation et les orchestrateurs était vrai ou non. Donc, bon, la société ensuite, on a créé le premier produit. On a aujourd'hui une quinzaine de personnes en R&D. On a des financements locaux. Et c'est pas vous qui avez fait Elasticsearch? Non. Notre produit s'appelle Elastic Detector et effectivement, beaucoup de personnes confondent souvent entre Elastic Stack et Elastic Detector. Il y a beaucoup d'élastique. Ça vient un peu de tout ce qui est cloud. Ça fait un peu bon, ça, c'est une étude qu'on a publiée. Donc, je vous ai fait un petit résumé en dessous. Il y a un papier qui est disponible que je peux vous mettre à disposition sur le travail qu'on a réalisé et ce qui a été fait à ce moment-là. Pour résumer, hein, en une slide, on a analysé plus de 5000 machines virtuelles. On a trouvé dedans plus de 98% des machines Windows qui avaient au moins une vulnérabilité critique. Donc j'ai mis au moins une, mais c'était nettement plus que ça. De mémoire, c'est plus d'une vingtaine. Et 58% des machines virtuelles Linux avaient au moins une vulnérabilité critique. Et de mémoire, c'était plus de 10 vulnérabilités critiques à chaque fois. On lançait une machine virtuelle, elle était déjà... Le seuil de criticité, c'est CVSS, pour référence. Et on s'est même rendu compte que dans ces environnements-là, dans 22% des cas, on était capable de récupérer des clés d'administrateurs ou de super utilisateurs, soit des machines, soit de domaines ou autres. Donc c'est pas la seule connaissance du faille théorique sur la machine, c'est la recherche pratique. Oui. Oui, en fait, je vous ai fait l'automate sur la partie de droite. On avait construit un petit robot qui lançait les machines virtuelles, déployait des outils dessus et était capable de les scanner. Donc, parmi... C'était une différence théorique entre dire il y a SunMail 0.8 et dans la SunMail 0.8 il y a la vulnérabilité truc dans telle circonstance, CVSS 7.5 pour une vulnérabilité totalement discutable, et il y a une différence entre scanner, trouver et obtenir une preuve. Oui, je suis entièrement d'accord. Nous, on est passé sur le scan dessus, sur la preuve, exactement. Et même afin de retrouver des clés des utilisateurs, ce qu'on a même utilisé, c'était de récupérer, par exemple, sur les systèmes Linux, les fichiers à partir du /dev, dans certains cas. Ce qui fait que même des clés qui avaient été déjà effacées précédemment dans les machines virtuelles, comme Amazon utilisait des copies de blocs et pas de système de fichiers, ils copiaient tout le bloc de disque dur. Et donc, quand on va rechercher dans ce bloc-là, eh ben, on retrouve les fichiers. On est capable de les retrouver. Donc, je peux vous donner le lien plus tard, où le lien est disponible sur notre site pour cette partie-là. Donc ça, je précise ici que c'est une étude qu'on a fait en lien avec l'Institut Eurecom à Sophia Antipolis. Donc,
Ici, l'idée de base, c'était de dire qu'est-ce que nous, on a constaté qui était toujours déployé dans les entreprises, dans le parc qu'on a pu voir. On a vu qu'il y avait toujours des backups, qu'il y avait des firewalls qui étaient déployés, qu'il y avait des antivirus qui étaient déployés à chaque fois, qu'on avait souvent des patchs, des outils de patch qui étaient déployés, donc que ce soit du WSUS pour Windows, où il y avait des mises à jour sur des Linux. Par contre, on s'est aperçu que c'était pratiquement, dans beaucoup de cas, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas, par exemple, d'IDS, IPS, de WAF, de SIM de déployer, pour ne citer que quelques outils. Donc, nous, dans notre approche, on se dit que ce qu'il faut faire, c'est faire un état des lieux. Avant de mener toute action de sécurité et de déployer n'importe quel logiciel de sécurité, que ce soit un WAF ou autre, il faut déjà faire le point, le bilan, pour avoir la visibilité sur son infrastructure, sur les éléments critiques, pour pouvoir être capable de déployer les bonnes protections pour les bons éléments critiques. Donc, c'est ce constat-là. L'outil qu'on a fait, le but du jeu, c'est bien sûr de rechercher les vulnérabilités, mais de donner toutes les informations et de les transformer. Alors, transformer, pas les altérer, hein, mais les transformer pour donner de la lisibilité et des indicateurs aux gens qui vont piloter l'infrastructure et la sécurité de l'infrastructure. Donc, une des premières choses à faire, c'est d'évaluer le risque sur l'infrastructure, mesurer l'impact qu'on peut en avoir afin de pouvoir définir les corrections. Hein. C'est la première chose qu'on essaie de remonter avec l'outil et de répondre à cette problématique-là. Donc ça, il faut le faire bien sûr de façon automatique et continue. Pourquoi on s'est dit ça? Parce que la première chose que les gens veulent avoir, et ce qui fait bouger les éléments et les budgets pour la sécurité, c'est quand on parle de risques encourus pour la société. C'est là que, malheureusement, comme le disait Hervé, la sécurité, c'est le parent pauvre. On le fait à la fin, quand on a fait tout le reste. Et donc, si on est capable de parler de réputation d'entreprise, d'indisponibilité, donc de manque de chiffre d'affaires, ça, c'est des choses qui parlent. Et c'est comme ça qu'on arrive avoir des budgets. Je pense que chacun de vous, à un moment ou l'autre, quand il y a un incident de sécurité, c'est même plus question de budget. On va voir, on dit je veux faire ça. Ok, ben tu fais ça, ça, ça. Ah, fais ça aussi en plus. C'est-à-dire fais le pentest, fais l'audit interne, fais l'audit externe, fais les trois et fais même une petite forensique en plus, comme ça on sera tranquille. Et là, c'est des budgets qui explosent par rapport à des fois simplement on aurait pu déployer un WAF pour protéger le service web et on aurait peut-être éliminé pas mal de choses. Donc le périmètre à surveiller, on en est tous conscients. C'est pas juste des serveurs, c'est pas juste des pare-feux, c'est pas juste des postes clients. En fait, c'est tous les éléments qui composent l'infrastructure informatique. Et c'est de plus en plus vrai maintenant aussi avec les derniers devices, les tablettes ou les smartphones qui rentrent dans l'entreprise et qui en même temps sont des points de vulnérabilité pour l'entreprise et pour le réseau de l'entreprise. Parce qu'ils transitent n'importe quoi et n'importe comment. Donc la problématique, je la repose ici, être capable de le voir en continu. Si on reprend quelques exemples du résumé, si on avait une configuration sur un routeur ou un nœud qui saute, on va dire, à un moment donné, si on a un processus qui est continu, on est capable de le voir. Et on est capable d'intervenir parce qu'on a une alarme au bon moment. Si on le fait à plus gros intervalles, ne serait-ce que même qu'une fois par jour, c'est trop tard parce qu'en une heure, tout a sauté. Audit de sécurité, test d'intrusion, donc ça, il faut en faire. Ça, c'est ce que nous, on pense. Maintenant, on peut avoir des gens qui écrivent le contraire, hein, que certains tests ne servent à rien. Et par contre, c'est tout ce qu'on va faire en termes de sécurité, soit en audit ou en pentest, il faut pouvoir avoir des indicateurs pour pouvoir aider à piloter. En fait, c'est comme toutes les parties. Ce qu'on fait, c'est avoir des indicateurs pour pouvoir piloter, prendre des décisions et des actions, mener des actions derrière. Donc nous, on a conçu une solution.
Alors normalement il y a un petit peu d'animation ici, je vais vous la faire à haute voix, puisque les couleurs ne sont pas terribles. Donc la première chose, c'est nous on est parti du constat qu'en virtualisation, le parc est souvent élastique. En effet, maintenant avec des hyperviseurs au minimum, on a des administrateurs qui donnent des possibilités à des unités, des départements de pouvoir créer leur propre infrastructure pour lancer un service et le mettre à disposition. Alors ça, c'est aussi vrai dans du hyperviseur VMware. C'est encore plus vrai quand on passe sur des grands acteurs et du cloud. Pour donner un exemple, une société grenobloise de réputation dans les automates a des business units qui veulent tester des nouveaux services. Et donc pour tester le nouveau service, pour voir si ça rapporte de l'argent, puisque c'est ça le but, les 3/4 du temps, ben, ils déploient tout de suite chez Amazon, ils lancent 4 machines virtuelles qui viennent chercher des données dans l'entreprise, donc ils se font ouvrir les accès. Par contre, niveau de sécurité, il n'y a rien, puis c'est eux-mêmes qui l'ont fait. D'où l'importance de pouvoir faire de la découverte automatique et ensuite de pouvoir déployer les tests en fonction de ce qui a été découvert. Un exemple très simple, c'est quand on fait un scan de vulnérabilité traditionnel, la première chose qu'on fait, c'est un scan Nmap pour savoir qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est potentiellement attaquable de l'extérieur. Et ben là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, par interface de programmation, puisque je ne l'ai pas précisé ici dans le mode d'autodécouverte, mais c'est une des particularités du produit, c'est qu'on ne va pas scanner un réseau sur un vCenter ou un VMware ou un truc comme ça. On a une API qui nous dit exactement les machines virtuelles et leur état, et même les réseaux. Donc à partir de ce moment-là, on a toutes les informations qui sont nécessaires. C'est pareil dans les environnements cloud, on prenne Amazon, Azure, Google Compute Engine. On fait une interrogation par API, on a tout ce qu'il faut, on sait ce qui est ouvert, et là on peut déployer le test. Typiquement, quand on voit un SMTPS, on sait le reconnaître, et là on peut déployer le bon test sur cette partie-là. Une des choses importantes ici, donc effectivement c'est une technologie sans agent puisqu'on passe par des interfaces de programmation. Alors je vous rassure, dans un réseau traditionnel, quand on est sur l'infrastructure physique, on fait des scans réseau comme tout le monde. Hein, que ce soit clair, on supporte aussi ce mode-là et on fait comme tout le monde. Une chose qui est importante ici, c'est qu'on a essayé de prendre en compte une des plus grosses problématiques quand on veut faire des audits de sécurité ou des scans de vulnérabilité. Combien de fois on a vu qu'un serveur qui est en production, un site web ou un site e-commerce, par lequel transitent énormément de transactions qui sont soit financières, soit des ordres d'achat, soit des virements ou autres, ben ça on ne peut pas se permettre dessus de lancer un véritable scan d'audit. Certains le font, hein, certains le font et vont jusqu'au pentest en se disant ben, de toute façon si tu arrives à le casser là, ben, c'est un autre attaquant qui l'aurait cassé et j'aurais pas pu intervenir. Là, les 3/4 du temps, c'est plutôt non, on ne touche pas, ou tu y vas, mais tu y vas très light. Tu fais un petit test. Ben, en fait, on a essayé de répondre à cette problématique-là, et en environnement virtuel ou cloud, on a une réponse pour ça. On a une technologie qui nous permet de cloner la machine virtuelle et d'analyser le clone de la machine virtuelle. C'est ce qui est fait aussi des fois quand on fait du patch. Plutôt que de patcher la machine directement, on clone la machine, on patch, et là on vérifie si le patch casse tout ou pas avant de déployer. Et la dernière chose qui est extrêmement importante à nos yeux, c'est le reporting, de pouvoir donner des indicateurs qui sont clairs, mais en fonction des interlocuteurs. C'est-à-dire que un RSSI ou un DSI va plutôt avoir des références par rapport à l'OWASP, par rapport à l'ANSI, au PCI DSS, de ces contraintes-là, alors qu'un exploitant, je dirais un administrateur de base de données ou développement web, lui, ce qui l'intéresse là-dedans, ce n'est pas par rapport à l'OWASP forcément, c'est sa feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir améliorer la sécurité?
Donc, je vous ai remis là les 3 points majeurs d'Elastic Detector, et c'est les 3 forces qui sont la partie d'API qui permet l'autodécouverte, la technologie de clonage qui permet de ne pas avoir d'impact sur les serveurs de production. Encore une fois, on n'est pas obligé de le faire sur tous, mais on peut isoler quelques serveurs critiques où on veut cloner, qu'on veut cloner et isoler. Pardon, je ne vous ai pas précisé ici, mais dans la partie de clonage, sur un environnement virtuel, on peut dédier un data store sur un VMware et un réseau spécifique où on mettra l'ensemble des clones pour justement complètement isoler par rapport à l'autre partie. Et encore une fois, la partie reporting qui est essentielle. Donc là, je pourrais vous, si ça vous intéresse, vous en dire un petit peu plus. Ouais, moi j'ai juste une question par rapport au clonage. Donc par rapport à un ESX, je peux normalement déjà faire cette opération de clonage. Qu'est-ce que va apporter votre solution En fait, si vous faites l'opération de clonage, pardon, excusez-moi. Si vous faites l'opération de clonage, vous le faites manuellement à tel moment. Vous allez créer le réseau, mettre la machine, etc. L'outil a complètement automatisé ça. Vous programmez la date, quand est-ce que vous lancez l'opération, et le clone se fait. Et si l'analyse n'a pas fini au bout de 4 heures, parce qu'au bout de 4 heures, vous avez dit non, après j'arrête parce que j'ai les backups qui démarrent ou autre, le scan s'arrête automatiquement. Et on peut planifier la politique d'agressivité qu'on veut, ou intrusif ou pas. Mais j'ai une démo derrière pour rendre peut-être ça un peu plus simple. Donc ça, c'est une pyramide qu'on sort justement pour notre reporting. Donc pour avoir les indicateurs pour l'équipe dirigeante. Et ici, les feuilles de route sous forme Excel pour les gens qui vont avoir à faire la remédiation. Une chose en plus sur ces feuilles de route, c'est qu'elles sont faites par métier. Je ne sais pas si je l'ai précisé. C'est-à-dire que la feuille de route de l'admin base de données, on lui parle son langage base de données. En fait, on lui dit, voilà, tu as tel problème sur la base, donc c'est tel mot de passe ou tel compte qui doit être inaccessible, avec la solution de remédiation. À l'application web, c'est pareil, on lui parle de faire de la validation sur les paramètres qui sont passés en entrée. Et ça, on peut les cloisonner, ce qui n'est pas forcément disponible dans tous les outils qu'on a pu utiliser. Et donc là, je vous propose de passer à la... Peut-être rapidement. Sur la démo, vous pourrez aussi nous montrer des exemples de rapports. Bien sûr. Alors, ça se présente sous forme de machines virtuelles qu'on peut déployer sur des ESX ou dans les infrastructures, pour essayer de faire simple. Donc, ce que je peux vous... Ça, c'est le premier tableau de bord qui apparaît, hein, avec le nombre de serveurs qui sont sur surveillance, le nombre d'auto-check et de vulnérabilités. L'auto-check, en fait, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, je ne sais pas si c'est bien passé, c'est d'être capable de déployer le bon test de sécurité en fonction de ce qu'on découvre. Pour vous faire simple, on trouve un serveur SMTPS, on fait les tests SSL, TLS sur ce serveur-là. D'accord ? Et les vulnérabilités, ça c'est sur des scans approfondis de vulnérabilité. Alors, pour vous montrer peut-être la partie configuration, typiquement, voilà comment ça se configure. Donc pour un vCenter, on ne rentre plus les IP des machines virtuelles. On rentre l'IP du vCenter, on rentre un compte avec des privilèges suffisants pour être capable de lire la liste des machines virtuelles, de lire la liste des réseaux, éventuellement faire des opérations de clonage. Si on a décidé de ne pas d'utiliser cette fonctionnalité-là, on n'a pas besoin de donner ces droits-là. On peut spécifier un compte Windows ou un compte Linux qui sera un compte de service sur l'ensemble de ces machines-là, mais on n'est pas obligé.
Et voilà, une fois que on a un mécanisme de découverte, donc moi ici, il est off, car quand j'ai plus de réseau, eh ben, je découvre plus rien. Donc on supprime quand on les a plus. Mais on va découvrir automatiquement la liste des serveurs, hop, qui va se remplir par exemple ici. Ouais. En fait, on a toute une partie de connecteurs, que ce soit donc les Amazon, Azure, Google, SoftLayer. On a un connecteur Cloud Sigma aussi, plus d'autres choses. On était compatible Imergy, CloudWatt, etc. On a Ikula, OpenStack, CloudStack, Eucalyptus. Et ensuite, au niveau hyperviseur, on a donc le VMware, on a Microsoft et on a Xen. Et en termes de scan et de règles de sécurité, vous avez quels sont les tests que vous avez fait de sécurité? En fait, on fait les tests sur des... Il y a une partie qui sont les CVE, en fait, tout ce qui est venu. Peut-être ici, je peux commencer à dire qu'on est basé sur OpenVAS. Vous connaissez. Donc il y a toute cette partie d'OpenVAS qui nous reviennent, dont on bénéficie de la communauté. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est par rapport, par exemple, à des sysbenchmarks comme Docker, où là on a une implémentation des sysbenchmarks, on déploie un outil et on fait tourner l'outil et on récupère les résultats et on remonte tout ça dans l'interface, sous forme de plugin d'OpenVAS. Ouais. Ou allez-y. Alors, c'est plus sur l'assurance qualité sur le produit. C'est souvent une question que je pose aux fournisseurs d'outils de sécurité que je rencontre. C'est là, vous nous fournissez de la sécurité, mais quel test de sécurité passez-vous sur votre outil? C'est-à-dire, est-ce que vous avez checkmark, Fortify, Coverity, que sais-je, pour tester votre code? Ouais. Alors, en fait, on a mis en... Assurer qu'il n'y a pas de faille. Alors, dans la sécurité, je suis sûr qu'il y a une faille, au moins une. Je vais pas vous mentir. Par contre, on essaie de mettre tout ce qui est en œuvre. On est basé sur du Ruby on Rails, donc on a tout intégré dans un Jenkins pour faire de l'analyse de code, du test pour les validations de paramètres en entrée. Et qu'est-ce qu'on a déployé encore sur des règles et des meilleures pratiques de codage en Ruby. En général, on essaie de faire une audit une fois par an de notre produit par une société externe. Donc, la première a été faite par Certiliance à Lyon, je ne sais pas si certains connaissent. Des gens qui sont plutôt sur la région Sophie-Napolitaine ou guère plus haut. Et on se scanne régulièrement. Donc, ça ne donne pas tout, mais on essaye de faire de notre mieux de ce côté-là. Si vous êtes en Ruby, vous pouvez utiliser Screamer. Je ne sais pas si on l'a celui-là. Faut que je regarde. J'ai pas la liste exhaustive de tout ce qu'on passe. C'est embarqué dans votre logiciel. C'est embarqué. Je prendrai, alors je regarderai ça. Mais sur la partie C'est une bonne idée. OpenVAS, pour répondre à la même question que Jean-Philippe, je ne vois pas comment c'est possible. Deux. C'est du libre OpenVAS. Oui. Donc comment vous vérifiez Puis OpenVAS, ça fait des tests qui font planter les machines des fois, non? Justement, on a la possibilité de paramétrer la configuration de scan, soit en intrusif, Ouais, mais ça prend tellement de temps que l'outil. Il y a tellement de temps à paramétrer correctement. nous, justement, on a fait des politiques par défaut. Maintenant, on essaie de les faire au mieux. Donc jusqu'ici, on a plutôt de bons résultats. En fait, on n'a jamais planté de machine quand on était en mode non intrusif et non agressif. En mode agressif, on a ralenti des machines. Et les clients, ils ont beaucoup de faux positifs? Des faux positifs, on en a eu, oui. On en a eu, mais très faible nombre en fait. On en a eu quand on est sur des scans externes. Donc, quand on n'utilise pas la technologie de clonage. Maintenant, quand on est en mode virtuel et qu'on peut utiliser cette technologie de clonage, là, on est beaucoup mieux, quoi. Parce que quand on clone, ce qu'on fait, c'est qu'on reparamètre la machine virtuelle en même temps.
Donc, tant bien au niveau réseau qu'au niveau stockage, pour être capable de l'isoler, mais on est capable de reparamétrer le compte administrateur dessus. Ce qui veut dire que du coup, quand on va scanner, on a un accès admin. Donc, plus question de faire détecter que c'est un Apache 2.2 ou 2.4 qui tourne. On va, on tue, on demande et on sait la version. Donc, typiquement, si on voulait avoir dans son environnement vCenter et qu'on voulait avoir une machine, on filtre, on ouvre, on prend un serveur et on peut soit aller le scanner directement, soit par la méthode de clone. Et éventuellement, on peut aller modifier la configuration. Donc ça, c'est quand on veut lancer je dirais une planification des scans de vulnérabilité. On est capable de dire si on veut un mode récurrent, quand est-ce qu'on veut commencer les premiers scans, est-ce qu'on veut un data store spécifique, un réseau spécifique, est-ce qu'on veut utiliser la technologie de clonage. Et quand on parlait de la politique d'agressivité, c'est ici sur les parties politiques. Donc, pour le moment, on a un minimum en fait, pour rendre utilisable très facilement par des gens pas forcément experts en sécurité le produit, qui leur dit le niveau d'agressivité et est-ce qu'on va être intrusif. En gros, quand on est intrusif, on va aller sur le système, on va déployer des outils qui sont capables d'analyser les binaires, d'analyser les permissions des fichiers, d'aller voir s'il n'y a pas eu de modification. On a même un module de File Integrity Monitoring. Donc ça, c'est quelque chose qui demande énormément de CPU et de RAM, et même d'accès disque dans certains cas, ce qui peut être un souci. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire sur les versions avec clone. Quand on veut être... l'agressivité, c'est principalement en fait au niveau du web. Dedans, on a modelé pour être capable d'avoir des injections avec une cadence assez élevée. Typiquement, la semaine dernière, j'étais chez un client. En 10 minutes, on a envoyé 300 mails. On a trouvé une forme et donc on a commencé à injecter la forme. Et il y a 300 mails qui sont partis sur la forme. Donc on peut faire beaucoup mieux, mais c'est les premières choses. Donc vous pouvez retrouver tous les scans qui ont été faits dans une vue de rapport de scan qu'on prend sur une période, donc sur les derniers mois. On est capable ici donc d'avoir tous les serveurs, en un clin d'œil de pouvoir voir le rapport de scan. Hop. Donc ce dont je vous parlais, les catégories se retrouvent ici. Aujourd'hui, on a introduit 5 grandes catégories qui sont pour 5 métiers. Une pour ceux qui sont chargés du système d'exploitation, ceux pour le réseau, les bases de données, les applications web. Et sur tous les exports, on est capable de pouvoir filtrer très précisément qu'est-ce qu'on veut emmener. Alors typiquement de prendre que les nouvelles vulnérabilités, pas celles qui sont en mode récurrente, où je peux les prendre. Je veux dire que je veux que les critiques et ce qui m'intéresse, c'est que par exemple la partie système d'exploitation. Voilà, et on commence à générer un rapport qu'on peut enregistrer. Allez, je vais le mettre là. Et qu'on peut accéder ensuite. Donc dans ce rapport, on a, comme je vous le précisais, la répartition des vulnérabilités. Donc j'ai choisi le système d'exploitation. Et ensuite, j'ai toutes les vulnérabilités qui sont indiquées sur le serveur avec leur indicateur de risque qu'on a rentré avec soit l'OWASP, soit l'ANSI, soit le PCI DSS. Les 3 gros critères. Donc ça, c'était pour la partie reporting. Quand on va sur une vulnérabilité, l'idée c'est aussi d'être capable de savoir une vulnérabilité, quand est-ce qu'elle est apparue dans l'infrastructure, combien de serveurs ont été impactés et quand est-ce que les correctifs ont été mis en place. Et est-ce qu'elle réapparaît le cas échéant. Donc en fait, on a une vue construite spécifiquement pour ça, qui permet avec un graphe de temps de savoir quand elle apparaît et quand elle va pouvoir disparaître derrière, quand elle sera corrigée. Et le nombre de serveurs impactés. Donc,
sur cette partie-là. Donc toutes ces informations-là, c'est des informations qu'on peut retrouver dans la vue exécutive, avec, comme je viens de le montrer, deux façons de voir les choses. Soit une façon de dire quels sont mes serveurs les plus risqués dans l'infrastructure, puisque je connais leur emplacement et je sais ce qu'il faut que je fasse dessus pour régler mes risques, réduire mes risques, pardon. Et ensuite de dire quelle est la vulnérabilité la plus répandue. Ce qui permet souvent de dire, eh ben, en fixant ça, je vais carrément élever mon niveau de sécurité, puisque c'est quelque chose qui est simple à faire et que je peux déployer partout, très facilement. Donc bien sûr, vous avez, sur chaque vue, il y a des possibilités de faire des exports très spécifiques. Pour les gens qui veulent utiliser le produit, soit en service managé ou sous forme d'auditeur, on a créé la possibilité de faire des rapports automatiques avec le produit en pouvant soit écarter des vulnérabilités, soit rajouter des tests additionnels, des commentaires sur ce qui a été fait de façon manuelle en correctif. C'est-à-dire si on veut spécifier ici que finalement ça c'est un faux positif, on est capable de rentrer le texte pour que ça apparaisse dans le rapport de façon automatique. Maintenant, peut-être une des dernières vues qu'on a rajoutées dans le produit là, c'est la vue de risque. Donc l'idée ici, c'est de voir en un clin d'œil, pardon, si je remonte, donc hop, malheureusement, ma démo n'est pas idéale, mais en fait, c'est d'avoir en un clin d'œil de savoir par rapport à ces indicateurs de risque qu'on a définis. Donc pour le moment, on en a 4. Celui que nous, on forme à partir de nos connaissances, celui qui est plutôt la référence avec le guide de l'hygiène de l'ANSSI, soit par rapport à le WASP, le top 10, on a pris, soit le PCI DSS, et on est capable de produire des rapports spécifiques en donnant ces indicateurs-là. Et donc avec ça, on peut piloter son risque et voir l'évolution du risque en fonction de ce qu'on fait. On a l'ensemble des serveurs dedans et on est capable d'exporter, par exemple, un risque pour 2 ou 3 serveurs. 2 serveurs, on fait un export et comme ça, on aura les notions de risque sur ces serveurs-là. Typiquement, si on a une partie de serveurs qui est très critique, donc on veut absolument maîtriser, avoir ce risque-là sur cela, on peut que les grouper pour pouvoir avoir que ces serveurs. Pour que vous voyez qu'est-ce que donnent les risques. Le rapport de risque, c'est vraiment que les notes de risque par rapport aux critères sur l'infrastructure. Donc là, en interne, dans le produit, on a si je peux dire, un algorithme ou une moulinette, comme vous voulez l'appeler, qui est capable d'attribuer, en fait, de prendre chaque vulnérabilité en fonction de sa description et de la faire correspondre à une de ces catégories pour chaque risque. Et est-ce que vous avez dans le futur prévu de développer d'autres indicateurs? Oui. Comme CIS par exemple, qui est quand même utilisé pour l'hébergement? Oui, là, le prochain qui est dans le pipeline, si je peux dire, c'est PGSSI avec la loi de l'hôpital numérique qui doit sortir. Donc on est déjà en train d'étudier ça et on a déjà été sollicité pour ça en fait. Parce qu'effectivement, CIS, dans ce que vous reportez, ce qui semble être une partie de votre cœur de cible, ça répond. Les CIS benchmark, on en a quelques-uns qui sont dedans, on ne les a pas tous. Mais dans les prochaines versions, en fait, dans la partie configuration, où on a pour le moment la possibilité de faire soit du mode agressif ou intrusif, on a prévu de pouvoir justement mettre des paquets de règles. C'est-à-dire, on va mettre des paquets de règles du style OWASP, des paquets de règles Common Vulnerability CVE, des paquets de règles CIS Benchmark, conteneurs et virtualisation, par exemple, où on pourra activer ou non. Justement pour rendre les scans encore plus pertinents sur les infrastructures. Vous êtes référencé au niveau du PCI SSC? Pardon? Est-ce que vous êtes référencé au niveau du PINCID sur PCI? Non. Je présente ce rapport-là à un QSA, est-ce que le QSA l'accepte? On n'est pas ISV. C'est un budget. C'est un budget qu'on n'a pas encore pour faire ça.
Alors, en fait, c'est une question qui nous a été souvent remontée par nos clients et qui aimeraient bien la solution. Par contre, comme on n'est pas ISV, c'est pas possible. Et après réflexion, ils se disent « Ah oui, mais cette partie d'infrastructure, il faut que j'ai un ISV. Là, je peux scanner sans avoir d'ISV. » Donc, on a pour le moment quelques portes, mais c'est vrai qu'étant ISV, c'est une certification en plus qui nous permet de passer. Et, donc une vue que je peux vous montrer aussi, c'est pour vous aider à voir l'évolution en fait des vulnérabilités sur l'infrastructure. Donc on reprend ici les top 10 des vulnérabilités. Quand est-ce que ça apparaît toujours pour pouvoir être capable de bien voir l'information. Quelles sont les parties et les catégories qui sont impactées. Donc soit les serveurs ici, soit les catégories, juste en dessous, sur la partie système d'exploitation pour être capable de mettre en place les moyens qu'il faut. Et une dernière chose qu'on a ajoutée dans le produit ici, donc je vais la prendre, c'est une vue calendrier. Ce qu'on s'est aperçu souvent quand on faisait des planifications de scan nous-mêmes avec d'autres outils, on en a testé d'autres, c'est une chose qui manquait énormément, c'est de savoir qu'est-ce qui allait se passer au niveau des scans dans le temps et de le voir de façon très simple. Donc pour le moment, on a une vue qui nous permet de voir tous les scans, d'être capable d'accéder aux rapports de façon simple, avoir les politiques, d'accéder au serveur. Dans la deuxième version, on sera capable de programmer à partir du calendrier comment on fait ces événements dans tous ces calendriers. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Ça va alors? J'espère avoir été clair. Donc, je vais vous passer la slide précédente rapidement. Donc, notre produit, c'est vraiment pour le continuous monitoring et la surveillance continue des infrastructures, avec une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup d'outils, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent des choses avec soit des outils traditionnels d'automatisation ou autres. Donc, ce qui fait que Chef, Puppet, etc., quand on déploie avec le truc, ou on déploie avec un agent en plus. Ça a des limitations. Et on pense vraiment que nous, il faut tirer, maintenant, il y a en plus de virtualisation, il faut tirer avantage de cette virtualisation-là. Donc, d'où l'idée qu'on a eue sur le clone et d'être capable de travailler de plus en plus en profondeur sur le clone. C'est de tirer parti de l'infrastructure sur lequel on va essayer de détecter les problèmes de vulnérabilité. Voilà. Si on veut ajouter des sondes, vous parliez d'API tout à l'heure, on préfère utiliser par exemple Nessus son fork libre. Pour le moment, on n'est pas capable d'utiliser d'autres scanners que le nôtre. Mais le logiciel est modulaire. Je peux peut-être vous donner une slide très légère d'architecture. Où en fait, on a toute une partie de connecteurs. Donc, on est capable de plugger maintenant à peu près n'importe quel connecteur. À partir du moment où on a une API pour travailler, ou en Windows avec du WMI ou des choses comme ça, du PowerShell. Et sur la partie scanner, jusqu'ici, on utilise OpenVAS et on l'a enrichi de nos plugins. Et on embarque aussi un Nagios, vous devez tous connaître. Et on utilise le scheduling de Nagios pour être capable de déployer automatiquement des configurations et de faire des tests de sécurité en continu, en fait. On utilise ce scheduler-là. On n'a pas jugé utile dans un premier temps de réinventer toutes les roues à chaque fois, parce que sinon on sera encore et on n'aurait pas de solution. Sachant qu'en fait, dans cette partie-là, on compte les serveurs, mais comme on est capable d'auditer en fait les firewalls sur les infrastructures cloud ou virtuelles, typiquement
je peux, Amazon ou autre, ont ce qu'on appelle des security groups, qui sont donc des pseudo-firewalls de groupes en amont, où on peut analyser toutes les règles et où on est capable de justement spécifier on a exactement la règle. Hein. Donc on est capable de dire soit le port SSH est ouvert à Internet ou il faudrait restreindre, etc.